Aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois de février 2017. Si je me présente à toi en peignoir, ce n'est pas du tout par laisser aller, c'est parce que c'est un clin d'œil à deux petits anges qui se reconnaîtront. Ce mois-ci, j'ai lu ce livre-là, Brigitte Bardot, L'art de déplaire par Marie C.R. Le mois dernier, j'ai déjà lu une bio de Bardot qui était plein la vue par Marie-Dominique Lelièvre. J'ai trouvé celle-ci un petit peu moins intéressante. L'auteur est moins aiguisé dans son style et dans son approche du mythe Bardot. Par contre, ce que j'ai trouvé vachement bien dans cet ouvrage, c'est que pour la première fois, ça c'est quelque chose de très rare, l'auteur fait un vrai lien entre les deux carrières de Bardot. C'est-à-dire que généralement, quand on présente Bardot, tous les auteurs il y a vraiment une rupture entre sa carrière cinématographique et puis ensuite son combat pour les animaux. Et là, en fait, l'auteur te démontre que ce combat des animaux, c'était la suite non seulement logique, mais c'était la suite obligatoire finalement du parcours de Bardot. Elle ne pouvait pas faire autre chose que de se lancer dans ce combat-là. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que pour la première fois, on explicite la vie de Bardot comme formant un tout. C'est pas la vie de Bardot est séparée en deux et finalement les deux morceaux sont complètement hermétiques, sont étanches l'un par rapport à l'autre et n'ont rien à voir. Non, au contraire, ils ont tout à voir. C'est que l'un entraîne l'autre et le deuxième n'aurait pas pu exister sans le premier. Ça, j'ai trouvé que c'était très original, très inattendu et très très intéressant. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu ceci, L'été diabolique aux éditions d'Argo. C'est une BD qui est séparée en deux morceaux, un premier morceau qui se déroule en 1967 et un second morceau qui se déroule en 1987. En 1967, il y a toute une intrigue qui va se nouer avec un mystère qui va s'installer et en fait, le dénouement du mystère aura lieu dans la seconde partie en 1987. Ce que j'ai vachement aimé, c'est tout le travail graphique. Au niveau de la reconstitution des années 60, c'est absolument prodigieux. C'est pop, à la fois nostalgique, mais pas trop. Ça restitue exactement tout ce qui était l'ambiance des années 60. Bon, moi, je n'étais pas là pendant les années 60, mais enfin, de tout ce que j'ai vu au travers des arts des années 60, c'est exactement là-dedans. C'est très, très, très bien fait, très joli en plus, très esthétique, très coloré, acidulé, super agréable. Ensuite, en 1987, il y a une rupture de ton et de température de couleur. On est dans quelque chose de beaucoup plus gris. Et puis en plus, comme ça va être le dénouement du mystère, que l'auteur va comprendre exactement tout ce qui lui est arrivé 20 ans auparavant, on est dans des tonalités beaucoup plus grises. Ce qui m'a emballé, c'est vraiment le graphisme du livre. C'est les dessins, c'est les couleurs. Le scénar m'a un petit peu moins convaincu. J'ai trouvé que c'était un peu filandreux des fois. Finalement, enfin, je sais pas, ça a eu du mal à me tenir en haleine. C'est une histoire d'espionnage et de contre-espionnage et voilà, de personnages qui doivent tomber les masques à un moment. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu laborieux du coup et qu'il aurait peut-être fallu un scénar un peu plus simple. Enfin, je veux dire, les planches sont tellement belles que bon, le scénar était presque accessoire quand les planches sont si sublimes. Mais la conclusion, c'est quand même que cette BD m'a beaucoup plu. Autre BD qui m'a complètement emballée, L'homme qui tua Lucky Luke. Cette année, les éditions Comics Lucky, qui est donc une sous-branche d'Argo, qui est l'éditeur des Lucky Luke, ils ont décidé de proposer à plusieurs auteurs de se réapproprier le personnage de Lucky Luke et de faire des BD à leur sauce, tels que eux le conçoivent. Et donc, c'est le principe de cette BD-là. L'auteur, qui est un très grand fan de Lucky Luke, Lucky Luke a été un des héros de son enfance, donc il a décidé de proposer cette BD-là. Et c'est vraiment, vraiment une réussite. C'est en même temps très fidèle à Lucky Luke et ça repropose quelque chose de complètement nouveau. Ça lui donne un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse. Vraiment, j'ai trouvé que cette BD, c'était une réussite totale. Toujours dans les livres, ce mois-ci, j'ai donc lu ce livre-là, Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo récente, donc je ne vais pas recommencer à t'en parler. Simplement, je ne peux que te redire qu'il est impératif de lire ce livre pour comprendre exactement quelle est la réalité aujourd'hui de l'élevage industriel des animaux et des conditions dans lesquelles ils sont créés, élevés, abattus et ensuite offerts, si j'ose dire, enfin proposés aux consommateurs. Ce livre doit être mis entre les mains de toutes les personnes qui s'intéressent à ce qu'elles mangent et à la provenance de ce qu'elles mangent. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu Fils du feu de Guy Bollet. C'était un cadeau qu'on m'a offert. Alors, en fait, j'ai eu un souci avec ce bouquin, c'est que je n'ai commencé à rentrer dedans qu'à partir de la page 80. Le narrateur te raconte son enfance, des bribes de son enfance,
Et il a eu une enfance apparemment assez difficile, puisque son petit frère est mort quand il était assez jeune, et que suite à ça, sa mère est devenue un peu perturbée par la mort de ce petit frère, et elle a complètement inventé un gamin imaginaire, comme si le petit frère continuait d'exister alors qu'il n'était plus là. Et donc l'auteur te raconte ça. Mais ça met un certain temps à se mettre en place, ce qui fait que pendant les 80 premières pages, moi je me suis demandé où il m'emmenait, j'ai presque failli décrocher tellement je trouvais ça un peu longué et je ne voyais pas du tout la finalité. En fait, je ne comprenais pas la pertinence du choix des morceaux de son enfance qu'il avait décidé de me raconter. C'était des bribes comme ça, éparses, qui étaient mises bout à bout, et je dois dire que j'ai vraiment eu du mal. Et puis tout d'un coup, à la page 80, c'est comme si l'auteur avait décidé à ce moment-là de se donner, et là, il a resserré le fil de son intrigue, et là, il a vraiment réussi à me capter, à me reprendre dans son récit, et à me garder avec lui jusqu'au bout, si j'ose dire. Enfin, il m'a gardé dans le train avec lui jusqu'au bout. Et à partir de là, bon, tu vois, c'est pas un très très gros livre, donc quand même, disons qu'il y a toute la première moitié du bouquin qui m'est passée au-dessus de la tête. Par contre, toute la seconde partie du bouquin m'a beaucoup plu, et du coup, comme j'avais beaucoup aimé cette seconde partie, j'ai relu la première partie, et j'ai un petit peu mieux compris finalement la structure que l'auteur avait décidé de donner à son histoire. Mais tu vois, ça s'est pas fait tout seul en fait. Il a vraiment fallu que je m'y prenne à 2 fois avant de rentrer dans ce livre. L'autre chose qui m'a dérangée en fait, et c'est sans doute aussi pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est que je trouvais que parfois l'écriture était un peu rébarbative. C'est apparemment un premier roman d'un monsieur qui est âgé et qui a eu une vie extrêmement bien remplie, et des fois tu as un peu l'impression que le gars se regarde écrire un petit peu, il a du mal, enfin... Son écriture, elle était très érudite, mais elle avait du mal à faire naître des images évocatrices pour moi. Ce qui fait que je restais collée aux mots et je n'arrivais pas à partir dans mon imagination, à partir de ce que l'auteur me donnait comme phrase et comme mot. Et en fait, c'est vrai que c'est ça qui s'est inversé à partir de la page 80. C'est qu'à partir de là, au contraire, les images sont venues et c'était des images assez fulgurantes, c'était des images assez fortes. Donc voilà, résultat des courses, passé les 80 premières pages, ça a quand même été une belle découverte, ce livre. Autre livre qu'on m'a offert ce mois-ci, Éloge du risque, d'Anne Dufourmentel. Généralement, quand on m'offre un livre, moi je préfère quand je l'apprécie. C'est toujours mieux au niveau diplomatique. Et alors là, je n'ai pas aimé du tout ce livre. Mais en fait, c'est même pas que j'ai pas aimé du tout ce livre, c'est que je n'ai plus pu. C'est-à-dire que j'ai déclaré forfait. J'ai tenu jusqu'à la page... j'en sais rien. Je crois que j'ai quand même tenu jusqu'à la page 120. Et à partir de la page 120, j'ai dit non, je ne peux plus, je jette l'éponge, j'abandonne. Éloge du risque. Donc l'auteur, qui est un peu philosophe et psychanalyste en même temps, elle a décidé de s'atteler à un gros sujet qui est le risque et la prise de risque et l'importance de la prise de risque dans nos vies, en amour, au niveau du travail, au niveau comportemental, au niveau mental, quels sont les schémas qui poussent à prendre ou non un risque. Bref... J'ai pas du tout ce genre de livre pseudo-intellectuel où tu dois relire chaque phrase 5 fois pour arriver à en comprendre le sens. J'aime pas ces ouvrages masturbatoires, je trouve qu'ils ne vont pas du tout vers leur lecteur, ils se donnent pas finalement. Il y a un côté très obscur, presque à dessin, où t'as l'impression que l'auteur cherche à te démontrer à quel point il est super plus intelligent que toi. En plus, tout le temps, à toutes les 3 phrases, l'auteur, elle te dit « je veux dire ». Toutes les phrases, elles te ponctuent d'un « je veux dire », comme si ce « je veux dire » permettait de mieux expliciter sa pensée encore. Mais en fait, je crois que c'est ça le fond du bouquin. C'est-à-dire que la meuf, elle veut te dire plein de trucs, mais elle n'y arrive jamais. Et tout ce qu'elle te dit finit par sonner complètement creux. Pourtant, Dieu sait que moi, ça me brise le cœur de lâcher un livre en route. Je déteste ça. Normalement, je m'accroche, tu vois. Et le fils du feu en est la preuve. Je me suis accrochée et j'ai eu bien fait. Puisque finalement, à partir de la page 80, le déclic s'est produit et pof, il y a un petit miracle qui est apparu et le livre m'a parlé. Là, j'ai vraiment dû m'arrêter, c'était plus possible, que je me faisais trop chier. En fait, pardon, mais c'était ça, que je me faisais trop chier. Et je suis désolée pour la personne qui me l'a offert, parce que vraiment, j'aurais aimé que ça me parle et j'aurais aimé qu'on puisse ensuite en discuter ensemble. J'adore le principe d'offrir aux gens des bouquins qu'on a aimés et ensuite de pouvoir échanger là-dessus. Je trouve que c'est un moyen de communication épatant. Donc je suis désolée, mais ça, je n'ai vraiment pas pu. Au niveau musique, j'ai écouté plusieurs albums ce mois-ci, enfin j'ai essayé d'écouter plusieurs albums ce mois-ci. J'ai notamment écouté 2 albums de l'artiste LP, le tout dernier qu'elle vient de sortir, dont je vais te parler dans quelques minutes dans les coups de cœur.
pardon pour le spoil, et aussi le précédent album, donc son avant-dernier album. Et son avant-dernier album, je l'ai beaucoup moins aimé que le tout dernier. Le tout dernier s'appelle Lost on You. Et comme j'ai bien aimé Lost on You, j'ai aussi écouté le précédent que j'ai trouvé beaucoup plus fade, beaucoup plus passe-partout. Enfin voilà, et heureusement que je ne suis pas arrivée à LP par ce précédent album parce que je pense que la rencontre ne se serait pas faite. Donc ça, c'était pour l'avant-dernier de LP. J'ai aussi tenté d'écouter l'album d'un artiste qui s'appelle Amir, et j'ai aussi tenté d'écouter un album d'un gars qui s'appelle Vincent Niclot. Voilà, Vincent Niclot. Donc Amir et Vincent Niclot, j'ai essayé, et alors là, ça a fait comme le défourment tel. Au bout de la troisième chanson, j'ai dû arrêter pour l'un et l'autre des albums, parce que c'était pas possible. En fait, j'ai commencé à avoir mal à la tête, le nez qui saigne. Enfin, moi, voilà, je n'ai pas pu. En fait, je crois que je suis trop vieille pour ces chanteurs-là. Maintenant, ça peut pas prendre avec moi, quoi. Donc ça, j'ai pas pu du tout. Voilà, et du coup, bon, bah, j'en arrive au coup de cœur. Donc le premier coup de cœur, c'est cet album de LP qui s'appelle Lost on You, que j'ai découvert ce mois-ci, que j'ai complètement adoré, mais vraiment adoré. J'ai trouvé ça juste magnifique. Chaque chanson est un petit bijou. Elle a une voix complètement surprenante parce qu'il y a à la fois quelque chose de très rauque dans sa voix et en même temps sur certaines chansons tu as l'impression d'entendre Cyndi Lauper qui chante. Je trouve qu'au niveau musical ça tient super bien la route. Au niveau même des sonorités, elle a des sonorités dans ses chansons qui sont très originales. Elle est en pleine maîtrise de ce qu'elle fait et de sa personnalité artistique, donc j'ai vraiment été complètement emballée par cet album que je t'invite à aller écouter. Ensuite, dans mes autres coups de cœur, il y a un DVD que j'ai découvert aussi ce mois-ci qui s'appelle Dans l'ombre de Marie, qui raconte la genèse du film Mary Poppins. Et donc toutes les tractations qu'il y a dû y avoir entre Walt Disney qui voulait adapter le roman et l'auteur du roman Mary Poppins qui était P.L. Travers et qui voulait absolument pas entendre parler d'une adaptation par Disney de sa saga. Bon, je vais pas redévelopper ici parce que la semaine dernière je t'ai écrit un assez long article sur toutes les raisons qui ont fait que j'ai été emballée par ce film. Je ne peux que te redire que j'ai beaucoup aimé ce film, à la fois à cause du sujet dont il traite, puisque voilà, j'adore les trucs qui concernent Disney, qui concernent Mary Poppins, donc forcément le sujet déjà m'intéressait, et puis même en tant que film, les acteurs vachement bien, le scénar très bien, tout était fabuleux, donc voilà, c'est un de mes coups de cœur du mois de février. Et enfin, le dernier coup de cœur de février 2017, c'est un lieu que je n'ai pas découvert parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois. C'est la Caverne aux Livres à Auvers-sur-Oise. Alors, c'est un lieu qui est très particulier puisqu'en fait, déjà, bon, tu rentres, il y a une très grande première pièce qui, elle, ressemble véritablement à une caverne. C'est tapissé de livres du sol au plafond, il y en a partout dans tous les coins. Mais surtout, ce qui est encore plus inattendu, c'est qu'ensuite, il y a des wagons, d'anciens wagons postaux qui ont été recyclés, voilà, qui ont été recyclés et qui ont été remplis de bouquins. Si bien que bah, l'endroit où tu farfouilles pour trouver des livres, ce sont des wagons de train. Et donc c'est très exotique de se trouver dans un train, et dans un train qui est devenu une grande librairie, enfin une grande brocante à livres. Tu vois, il y a un côté voyage physique, par le train, enfin voilà, ça te fait penser à un voyage physique du fait que tu es dans un train, et puis en même temps, bah, y a tout le voyage littéraire que vont pouvoir t'amener tous ces bouquins qui sont présents devant toi. Donc j'adore cet endroit que je trouve fabuleux. Si tu as l'occasion de te rendre à Auvers-sur-Oise, surtout, n'hésite pas à aller voir cette caverne aux livres, tu devrais y trouver des petites pépites. Voilà, c'était la review du mois de février 2017. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt pour la suite de mes aventures littéraires, créatives et bloguesques. Oh non. Oh, je vais me planquer le mal de mer, moi.